Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est ma première présentation au Collège de France, donc je voudrais commencer par remercier très chaleureusement Françoise Combe pour son invitation. Je m'appelle Florent Leclerc, je suis chercheur au CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et cette présentation donc, sera sur l'énergie noire avec Euclide. Voilà comment je l'ai organisé. En premier lieu, quelques rappels sur la physique de l'énergie noire. Pourquoi a-t-on besoin d'énergie noire dans le modèle standard de la cosmologie? Quels sont les effets physiques de l'énergie noire sur l'univers? Quel modèle possible pour expliquer l'énergie noire? Donc tout ceci devrait vous rappeler ce que vous avez vu dans les cours précédents. Et puis on parlera ensuite du satellite Euclide en quête de cette énergie noire et de la façon dont le relevé va être réalisé pour mettre des contraintes sur ces différents modèles. Et puis en dernière partie, je vous parlerai enfin sur les quelques derniers transparents de l'intelligence artificielle au service de l'analyse des données d'Euclide. Et vous verrez que le volume des données nous impose l'utilisation de ces nouvelles méthodes. Alors en premier lieu, d'abord, pourquoi l'énergie noire? Donc quelques rappels sur, j'imagine, ce qui a été dit dans les cours précédents. Je voudrais commencer par la première équation de Friedmann-Lemaitre, qui est un des piliers de notre modèle standard de la cosmologie. Friedmann et Lemaitre, donc les deux premiers physiciens qui ont eu l'idée d'appliquer les équations d'Einstein à l'ensemble de l'univers, et donc d'écrire une équation qui représente essentiellement la conservation de l'énergie à l'échelle de l'univers. Et en écrivant cette conservation de l'énergie, se rendre compte que la métrique de l'espace-temps n'est pas forcément statique, comme on aurait pu le penser avant, mais que l'espace-temps lui-même peut être dynamique, et représente donc ici un univers qui a une dynamique qui est donc soit en contraction, soit en expansion, qui peut être représenté essentiellement ici comme la maille d'un réseau qui s'étend ou qui se contracte. Alors deux facteurs gouvernent cette dynamique. Une contraction qui est due à l'effet autogravitant de la matière, et puis éventuellement une impulsion initiale qui donne une expansion. Et donc cette première équation de Friedmann-Lemaitre que nous écrivent ces chercheurs, c'est de nous dire que le destin de l'univers, il va être lié à ce facteur d'expansion moins le facteur de matière. Expansion moins matière. Mais en fait, ils vont plus loin et nous disent qu'il y a en fait un deuxième membre. Ce destin de l'univers, c'est expansion même moins matière, oui, mais c'est aussi l'opposé de la courbure. C'est-à-dire que le destin de l'univers est lié à sa courbure spatiale. Et en fait, ce modèle est prédictif puisqu'on peut mesurer indépendamment l'expansion, la matière et la courbure, et donc bien vérifier qu'on a quelque chose de cohérent. Alors, pourquoi donc besoin d'énergie noire dans cette première équation de Friedmann-Lemaitre? Eh bien, la première équation de Friedmann-Lemaitre nous dit expansion moins matière égale courbure. Je vous le disais, on peut mesurer les trois indépendamment, mais on mesure expansion moins matière strictement positif et courbure nulle. Expansion moins matière strictement positif avec des mesures, par exemple, compter les amas, qui nous donne le contenu en matière. Courbure nulle, cette mesure provient essentiellement de la mesure du fond diffus cosmologique avec le satellite Planck, pour ce qui est de l'état de l'art. Donc ici, à ce niveau-là, eh bien, on a une contradiction, on a un problème, d'où la nécessité d'un terme supplémentaire pour équilibrer les équations. Expansion moins matière moins énergie noire vaudrait 0. Et si je dis que la courbure est également nulle, j'ai ainsi pu équilibrer les équations. Donc la solution la plus simple pour équilibrer ces équations, c'est simplement de rajouter un terme constant ici, de manière à compenser exactement expansion moins matière. Et donc la solution la plus simple, c'est de supposer qu'on a une énergie noire sous la forme d'une constante cosmologique. Alors, quels sont les effets de l'énergie noire sur la physique de l'univers? Eh bien, je vais essayer de vous les montrer avec les mêmes genres d'animation que celles que je vous montrais pour la première équation de Friedmann-Lemaitre. Donc, je l'ai réécrite ici. On avait expansion moins matière moins énergie noire égale moins courbure, c'est-à-dire expansion plus courbure égale matière plus énergie noire tout le temps. Et donc, en jouant un petit peu avec les termes de cette équation, on peut écrire divers modèles cosmologiques. Donc, les trois premiers sont ceux qui n'ont pas d'énergie noire, pour lesquels j'ai soit courbure positive, soit courbure nulle, soit courbure négative. Et donc, respectivement, j'ai un univers fermé, un univers plat ou un univers ouvert. Et puis, le dernier univers, c'est un univers pour lequel j'ai compensé exactement expansion moins matière avec un terme d'énergie noire constant. C'est la constante cosmologique. Donc, il a une courbure nulle, mais il a une dynamique différente liée à son énergie noire. Donc, on peut tracer le facteur d'échelle de l'univers en fonction du temps. Le facteur d'échelle, c'est essentiellement la maille du réseau que je vous présentais ici.
Et en fonction du temps cosmique, vous voyez que à la fois l'histoire de l'univers et le destin de l'univers sont différents dans ces trois modèles, avec une expansion qui continue pour toujours dans les modèles qui sont plats et ouverts, et une expansion qui atteint un plateau, hein, et qui finit par... l'univers termine par une phase de contraction. Dans le cas d'un univers fermé, c'est ce qu'on appelait Big Crunch. Alors voilà l'effet sur le destin, mais maintenant, quelles sont les prédictions de cette énergie noire sous forme d'une constante cosmologique? Donc, si l'univers à mesure que l'univers s'étend. La matière, ici, se dilue au fur et à mesure que l'univers s'étend. La constante cosmologique, par définition, va être constante. C'est une densité d'énergie constante, donc je vous ai représenté ici par une nuance de gris qui est la même partout, alors que la matière, ici, se dilue. Si on trace en fait les densités d'énergie des deux en fonction du temps, vous avez une aire dominée par la matière au départ, et puis la matière se dilue. La densité de constante cosmologique, la densité d'énergie noire sous forme de constante cosmologique reste constante, ce qui fait que les deux doivent se croiser à un moment. Une aire dominée par la matière au début de l'univers, une aire dominée par la constante cosmologique ensuite, et une chose qui est... J'y reviens tout de suite. La constante cosmologique ne se dilue pas, donc en quelque sorte, nous avons de la chance de voir déjà les effets de la constante cosmologique à l'échelle de l'univers, puisque si on avait vécu très tôt, on aurait été dans l'ère dominée par la matière, on n'aurait pas vu les effets de la constante cosmologique. Mais on vit aussi dans un univers qui est dominé par la constante cosmologique, et c'est-à-dire que on est en phase d'expansion accélérée, et donc notre horizon cosmologique se réduit, ce qui veut dire qu'en fait, eh bien, dans le modèle cosmologique standard, on va finir par se retrouver avec plus aucune galaxie à observer dans notre univers observable, et donc on a en quelque sorte un petit peu de la chance qu'il y ait encore des galaxies à observer. Donc là, je suis en train de essayer de vous faire sentir qu'il y a une petite forme de coïncidence dans le modèle standard de la cosmologie. Plus précisément, c'est la coïncidence entre le fait que le croisement de ces deux courbes et le temps zéro, maintenant, sont assez proches. Et il n'y a pas dans le modèle cosmologique standard d'explication évidente à ce phénomène. Alors, jusqu'ici, on a parlé de la conservation de l'énergie et du destin et de l'histoire d'expansion et du destin de l'univers. Si on continue l'analogie avec la mécanique, on a parlé de conservation de l'énergie, c'était essentiellement la première équation de Friedmann-Lemaître. En mécanique, on a également la deuxième équation de Newton qui nous donne la loi de la dynamique. Donc on peut chercher l'équation qui nous donne la loi de la dynamique cosmologique. C'est la deuxième équation de Friedmann-Lemaître. Alors par analogie avec la mécanique newtonienne, Newton nous dit force égale masse fois accélération. On pourrait s'attendre donc qu'à l'échelle de la... Donc, si j'écris en simplifiant les unités, avec des unités adaptées, j'ai simplement une force qui vaut son accélération. On pourrait s'attendre à ce que la loi de la dynamique cosmologique soit du même genre, c'est-à-dire que la force, ça va être essentiellement le caractère autogravitant de la matière dans l'univers, donc dans les bonnes unités, essentiellement sa densité. Et puis, elle a tendance à provoquer une décélération, puisque c'est toujours quelque chose qui est attractif. Donc, on pourrait s'attendre à ce que la densité vaille la décélération dans l'univers, c'est-à-dire accélération égale moins densité. Alors, il se trouve, vous l'avez vu dans les cours, que malheureusement, cette équation-là ne fonctionne pas. Si on prend en compte des effets de relativité générale, il faut des termes correctifs. L'accélération vaut non pas simplement l'opposé de la densité, mais l'opposé de la densité plus 3 fois la pression. Et si j'introduis le terme de tension, alors la tension, ça va être exactement l'opposé de la pression. On a donc moins densité, moins 3 fois la tension, ici entre parenthèses. Alors, une chose importante, donc, dans cette deuxième équation de Friedmann-Lemaître, c'est un effet purement de relativité générale, les forces de pression gravitent. On n'a pas d'équivalent non relativiste de cet effet. La tension en relativité générale est donc une pression négative, et l'énergie noire, on va le voir, exerce une tension sur l'univers. Alors attention, l'accélération ne vient pas du fait qu'il y a une densité d'énergie noire. Il y a une densité d'énergie noire, il y a une densité de matière, mais les deux contribuent à une décélération. Cependant, à densité d'énergie constante, et alors c'est là qu'il faut expliquer ce que c'est qu'une pression et également une pression négative, à densité d'énergie constante, vous avez des forces de pression qui gravitent, selon cette deuxième équation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pression négative? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une pression positive? Une pression positive, vous pouvez imaginer par exemple que j'ai un cube ici entre les mains, avec des parois de ce cube et des molécules d'air qui tapent sur les parois du cube, c'est ça une pression positive. Si je veux compresser ce cube, donc je suis obligé d'aller contre les forces de pression qui sont à l'intérieur de mon cube, donc je suis obligé de fournir un travail pour comprimer ce cube. Donc la contraction coûte de l'énergie dans le cas d'une pression positive.
Dans le cas d'une pression négative, et ça va être le cas de l'énergie noire, c'est l'effet un petit peu inverse. Si vous imaginez toujours mon cube, c'est plutôt que vous avez des élastiques qui tirent sur les parois du cube vers l'intérieur, et donc c'est à ce moment-là, non pas si je veux contracter le cube, mais si je veux dilater le cube, que je vais avoir besoin de fournir un travail, et donc c'est l'expansion de ce cube qui va au contraire coûter de l'énergie. Donc la densité d'énergie noire contribue à l'accélération, cela dit, la pression peut être négative, et donc vous voyez qu'on peut avoir au final un terme qui est négatif ici. Donc toute densité, y compris d'énergie noire, tend à décélérer l'expansion, mais cependant on peut avoir accélération positive si la densité plus 3 fois la pression est négative, c'est-à-dire si le rapport entre la pression et dans la densité est plus petit que moins un tiers. Donc c'est ce qu'on appelle communément W en cosmologie, et vous l'avez vu dans les cours précédents. Donc pour la matière, la pression est essentiellement nulle, W égale 0, mais pour la constante cosmologique, en fait, on a une prédiction exacte de ce rapport par des considérations de conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie noire nous dit que W doit valoir exactement moins 1 pour la constante cosmologique. Donc si je résume, quels sont les effets de la constante cosmologique sur la courbure et sur la dynamique de l'univers? Eh bien, la constante cosmologique, c'est une forme d'énergie noire, le modèle le plus simple pour l'énergie noire, qui s'ajoute à celle de la matière pour expliquer que la courbure est nulle dans la première équation de Friedmann-Lemaître, la conservation de l'énergie. Expansion moins matière moins constante cosmologique vaut 0, la courbure vaut également 0. Une densité d'énergie qui est constante en fonction du temps, une tension qui est égale à sa densité. Donc ici, je vous disais que toute densité tend à décélérer l'univers, mais la constante cosmologique, ici, on n'a pas de pression pour la matière. La constante cosmologique a ici une pression négative qui vaut en fait 3 fois sa densité, avec un signe négatif. Et donc, au final, une gravité totale qui est répulsive, densité moins 3 fois la tension qui est négatif. Et donc, la cause de l'univers, de l'accélération de l'expansion de l'univers dans l'univers tardif, l'accélération vaudra 2 fois la tension de la constante cosmologique moins la densité de matière, qui finit par être positive à mesure que la matière, au moment où la matière s'est suffisamment diluée. Et tout cela nous amène donc, vous l'avez vu dans les cours précédents, au modèle standard de la cosmologie, l'univers lambda CDM plat. Lambda CDM, pourquoi lambda CDM? Bien, lambda, c'est la notation traditionnelle de la constante cosmologique dans nos équations. CDM, cold dark matter, c'est la matière noire froide qui domine le contenu en matière de l'univers. Et puis plat parce que la courbure de l'univers, la courbure spatiale, est mesurée à 0. Et donc voilà à quoi ressemble en animation la dynamique de l'univers dans ce modèle cosmologique standard, ce modèle lambda CDM. Vous avez donc un terme d'expansion qui est toujours supérieur au terme de matière, une constante cosmologique qui compense également et qui compense exactement expansion en matière de manière à ce que la courbure soit nulle. Le facteur d'échelle ici en fonction du temps cosmique, donc on commence au Big Bang par une ère dominée par la matière, une expansion décélérée, et puis dans une deuxième phase, une ère dominée par la constante cosmologique et une expansion accélérée. Ici, je représente les proportions ici dans ce bilan énergétique entre la matière et la constante cosmologique. Donc vous avez bien sûr vu ce diagramme ici, qui est plus précisément le budget en matière et en énergie de l'univers, ici avec environ 30% de matière, dont 25% de matière noire froide, environ 5% de matière ordinaire, et la constante cosmologique qui représente 70%. Je vous le représentais ici aussi de manière dynamique pour ne pas oublier que ces proportions ici sont les proportions actuelles, mais ces proportions naturellement varient en fonction du temps, et c'est notamment ce qu'on va essayer de mesurer. Alors, quel modèle pour l'énergie noire? Quel modèle pour l'énergie noire? Bien, je viens déjà de vous en parler d'un, c'est la constante cosmologique. Mais peut-être qu'on peut faire un petit pas en arrière et se dire, bon, d'abord, est-ce qu'on a vraiment besoin d'énergie noire? Donc, je vais essayer de vous présenter quatre scénarios qui vont être les scénarios principaux que le satellite Euclide, entre autres expériences, va tester. Alors, le scénario le plus simple, c'est un petit peu de prendre le contre-pied de ce que je viens de dire précédemment et de dire on nous a dit qu'il y a besoin d'énergie noire pour équilibrer ces équations. En fait, les équations de Friedmann-Lemaître se basent sur des hypothèses assez fortes, et notamment sur l'hypothèse que l'univers est homogène et isotrope, en tout cas à toute échelle. Ce qu'on observe qui est juste aux grandes échelles de l'univers, mais qui n'est pas vrai à petite échelle. Et donc pour essayer d'illustrer ceci, je vous montre
Eh bien, expansion comparée d'un univers homogène et d'un univers inhomogène. Donc, univers homogène, vous l'avez déjà vu avec mon schéma simplifié d'un réseau qui grossit en fonction du temps. Mais ici, une simulation plus réaliste d'un univers inhomogène, en fonction du même temps cosmique, où vous voyez que les structures se forment et l'état de l'univers, qui partait d'un champ presque gaussien, c'est-à-dire d'un état très simple, devient beaucoup plus compliqué avec cette structure filamentaire qui apparaît en fonction du temps, qu'on appelle la toile cosmique. Donc les équations de Friedmann-Lemaitre se basaient sur le fait que l'univers ressemble plutôt à ça, un univers homogène, mais en fait on a plutôt un univers qui ressemble à ça, univers inhomogène. Or, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup on n'a pas un petit peu trop simplifié le modèle pour écrire ces équations de Friedmann-Lemaitre? Et donc c'est le problème de la rétroaction que Françoise Combe a évoqué encore tout à l'heure, back reaction en anglais. Rétroaction en français, la question est de savoir quels sont les effets, quel est l'effet de ces petites structures qui sont autogravitantes sur l'expansion à grande échelle. Est-ce que la formation de ces structures à petite échelle n'a pas un effet sur l'expansion de l'univers aux grandes échelles et pourrait éventuellement expliquer la mesure de l'accélération de l'expansion? Donc, dans ce modèle, on n'a pas besoin d'énergie noire. La solution du problème de l'accélération de l'expansion, ce serait la relativité générale elle-même. Alors, pour tous les scénarios qui suivent, j'ai essayé de vous donner quelques arguments pour et contre ces scénarios. Alors, argument pour, ici, ce modèle de la rétroaction, ce serait qu'on a une explication minimaliste. Pas besoin d'un ingrédient nouveau, pas de modification des lois fondamentales, et ce n'est pas vraiment exclu mathématiquement, parce que les calculs en relativité générale sont très complexes, et donc il n'y a pas encore de calcul exact qui a été fait de ce phénomène. Deuxième point positif, c'est que la relativité générale, c'est une théorie très complexe, avec beaucoup de non-linéarité, donc bien sûr, il y a un certain espace théorique pour développer des prédictions de ce genre. Argument plutôt dans l'autre sens, argument contre, eh bien, c'est que mathématiquement, ça n'est pas complètement exclu, mais on peut quand même faire des approximations de physiciens, simplifier un petit peu les équations, et un certain nombre de groupes s'y sont pensés, et nous ont montré que cet effet serait très probablement négligeable, et donc ne serait pas suffisant pour expliquer l'accélération de l'expansion. Deuxième argument, qui va un petit peu à l'encontre de ce scénario sans énergie noire, de ce scénario de rétroaction, c'est que les prédictions observationnelles sont en fait assez difficiles et dépendent exactement du cadre théorique qu'on met pour expliquer ce phénomène. Alors voilà, c'était le premier scénario, donc premier scénario, pas d'énergie noire tout simplement. Deuxième scénario, c'est celui qui est juste à un niveau de complexité juste au-dessus, c'est la constante cosmologique, dont je vous ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc la constante cosmologique, ce serait une nouvelle constante fondamentale de la nature. L'image ici est générée par intelligence artificielle, en clin d'œil à ce qui va suivre sur l'intelligence artificielle. Une nouvelle constante fondamentale de la nature, donc, elle n'apparaîtrait que dans la relativité générale, au même titre que les constantes fondamentales de la relativité générale, le G, la constante de Cavendish, C, la vitesse de la lumière. Donc point positif là-dessus, la constante cosmologique est en fait complètement compatible avec la relativité générale. Il y a un degré de liberté qui fait qu'on peut ajouter toujours ce terme dans la relativité générale et qu'en fait, finalement, si on peut le faire, pourquoi ne pas le faire? Il n'y a pas de raison fondamentale de ne pas l'ajouter. Deuxième point positif, c'est l'explication la plus parcimonieuse de toutes les observations concordantes qu'on a jusqu'à présent en cosmologie, et on a tendance naturellement toujours en science à aller vers l'explication la plus simple. Point plus négatif, eh bien, G et lambda, la constante cosmologique, ce seraient des deux constantes fondamentales de la relativité générale, mais de nature très différente. Ce qui, selon votre point de vue, peut vous gêner si vous... En termes de physique théorique, certains sont gênés par introduire des constantes de nature très différentes dans les modèles. Et puis, point négatif, et celui-ci, c'est un gros morceau pour les gens qui travaillent sur la physique des hautes énergies et la physique des particules, c'est ce qu'ils appellent la catastrophe du vide. On peut calculer en fait une prédiction raisonnable de ce que devrait valoir la constante cosmologique à partir de la physique des particules, la théorie quantique des champs, et en se disant que l'énergie, la constante cosmologique, ce serait finalement juste l'énergie gravitationnelle du vide quantique. Mais cette prédiction, cette valeur naturelle qui sortirait de la physique des particules est en désaccord extrêmement profond avec la valeur qui est mesurée par la cosmologie, en fait un désaccord de plus de 120 ordres de grandeur, ce que certains ont même annoncé comme non seulement la plus grande catastrophe de la physique, mais la plus grande catastrophe de toute la science. Personne n'a jamais fait une erreur de 120 ordres de grandeur jusqu'à présent. Alors, est-ce qu'on peut aller un petit peu au-delà de la constante cosmologique et essayer de
de dépasser ce problème, notamment ce problème de la catastrophe du vide. Donc essayer d'aller au-delà de la constante cosmologique, ce serait regarder des scénarios où on ajoute toujours un ingrédient, mais où cet ingrédient ne serait pas constant, ce serait un ingrédient dynamique. Et donc on peut faire à ce moment-là une classification de ces modèles d'énergie noire. Alors je vous rappelle la deuxième équation de Friedmann-Lemaître qui nous disait accélération égale moins densité plus 3 fois la pression. Et donc le fait que pour expliquer une accélération positive, il faut que le rapport entre la pression et la densité, donc ce W, soit plus petit que moins un tiers. Tout ceci, c'est si je suppose que W, enfin c'est en tout cas le W actuel, et j'ai supposé ici que le W est constant. Donc la constante cosmologique, c'est le modèle le plus simple, c'est celui dans lequel W est constant et vaut moins 1 pour des questions de conservation de l'énergie. Mais dans les modèles un petit peu plus complexes, W n'est pas nécessairement constant dans le temps. Et donc, habituellement, on paramétrise l'énergie noire dynamique par cette fonction du temps, ici, à deux termes, W de t égale W0 plus WA facteur de 1 moins A, où A, c'était le facteur d'échelle de l'univers. Donc, c'est les deux paramètres que vous avez vus dans les contraintes qui ont été présentées, les prédictions des prochains relevés. Et donc, si on adopte ce point de vue, enfin, en tout cas, si on adopte cette paramétrisation de l'énergie noire dynamique, eh bien, le bestiaire de l'énergie noire dynamique, il peut se représenter maintenant dans un plan. Donc, c'est un plan avec W0 en abscisse ici, WA qui est essentiellement donc W0, le terme, la valeur aujourd'hui, WA, c'est essentiellement la dérivée par rapport au temps. Et on a donc ces deux paramètres et on classifie les modèles dans ce plan. Donc la première chose, c'est que d'abord, toute une moitié du plan est exclue, puisque tous les modèles qui sont ici à W plus grand que moins un tiers causent une décélération et donc sont donc déjà exclus par les mesures de l'accélération de l'expansion. Donc on s'intéresse ici juste uniquement à cette partie du plan. La constante cosmologique, donc, c'est W0 égale moins 1 et WA égale 0 pour retrouver W égale moins 1 ici pour le terme constant aujourd'hui. Donc c'est un point précis sur cet axe. Et puis vous avez certains modèles ici, donc au-dessus de l'axe des abscisses, ça va accélérer moins dans le passé. En dessous de l'axe des abscisses, ça va accélérer plus dans le passé. Et on peut caractériser les différentes parties du plan avec certains noms. Donc, en particulier, le nom de quintessence a été introduit par analogie avec la métaphysique d'Aristote. Et on imagine que la quintessence pourrait avoir, comme les éléments qu'on connaît actuellement, des transitions de phase. Donc au-dessus du plan ici, ce serait un modèle de quintessence qui accélère moins dans le passé, on l'appelle quintessence gelante, avec un WA positif. Ici en dessous de la quintessence fondante, qui accélère plus dans le passé, qui a un WA négatif. Et puis enfin, il y a encore toute une partie du plan ici, qui est les modèles pour lesquels W0 est plus petit que moins 1, qui s'appelle l'énergie noire fantôme. Et ce sont les modèles qui sont vraiment les plus exotiques du point de vue de la physique théorique, parce que pour obtenir des modèles qui sont dans cette partie du plan, il faut vraiment casser un certain nombre d'hypothèses qui sous-tendent la relativité générale, en particulier les questions de voyage plus rapide que la lumière, de particules qui peuvent voyager plus rapide que la lumière, de conservation de l'énergie ici. Donc toutes ces conditions ici peuvent être violées dans cette partie du plan. C'est les modèles les plus exotiques, personne n'y croit vraiment. Et donc on se concentre plutôt sur ces champs de quintessence. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler maintenant, donc destin possible pour un univers avec une énergie noire dynamique, si je reprends toujours mes animations. Vous avez la constante cosmologique ici, les deux champs de quintessence, gelante, fondante, et ces modèles ici d'énergie noire fantôme. Donc dans tous les cas, j'ai expansion moins matière positif, expansion plus grande que matière, mais vous voyez ici que l'énergie noire était constante dans le cas de la constante cosmologique. Ici, la densité d'énergie noire peut varier en fonction du temps. En particulier, je vous ai tracé ici la densité d'énergie noire dans ces modèles en fonction du temps cosmique. Et alors, si vous avez quelque chose qui est fixé toujours à la valeur qu'on doit observer aujourd'hui, vous avez une densité qui peut varier beaucoup en fonction du temps. En particulier pour l'énergie noire fantôme, la quintessence gelante, la densité d'énergie noire va tendre vers l'infini à mesure que le temps cosmique avance. Ça part de zéro dans le cas de l'énergie noire fantôme, ça part de l'infini dans le cas de la quintessence gelante. Et puis dans le contraire, le cas de la quintessence fondante, c'est plutôt l'inverse, ça part de zéro, ça monte jusqu'à maintenant, et puis ça finit par redescendre. Et donc ça veut dire que les scénarios qu'on regarde pour le destin de l'univers sont très différents. Soit l'expansion continue jusqu'à l'infini, y compris même des scénarios où la densité d'énergie noire tend vers l'infini, donc une expansion accélérée beaucoup plus violente, y compris que le modèle du Big Freeze, le modèle standard, c'est ce qui s'appelle Big Rip.
Ou alors, dans le cas de la quintessence fondante, la densité d'énergie noire finit par retomber par zéro, donc on va finir par être à nouveau dominé par la matière, et en fait, avec un âge beaucoup plus élevé que les prédictions de l'univers fermé, on va finir par retomber sur le scénario du Big Crunch, de l'univers qui retombe sur lui-même. Donc on a des prédictions qui sont très différentes pour le futur de l'univers, mais une chose que je voudrais vous faire remarquer ici, c'est que par contre, les prédictions pour le passé de l'univers sont très difficiles à distinguer, et donc on va avoir besoin de données très précises pour faire, pour faire la distinction entre ces différents scénarios. C'était donc la quintessence scénario 3 sur 4, qui nous dit qu'on avait un problème avec la constante cosmologique, cette catastrophe du vide. La catastrophe du vide, elle serait résolue si lambda, la constante cosmologique, était une théorie effective et non pas une théorie fondamentale. Donc la quintessence, ce serait un nouvel ingrédient du modèle cosmologique. En particulier, la solution la plus simple, ce serait d'avoir un champ scalaire du point de vue de la physique des hautes énergies. Un nouveau champ scalaire qui représente un état nouveau de la matière, différent d'un solide, d'un liquide, d'un gaz ou d'un plasma. Et donc on peut imaginer que cet état nouveau de la matière est lui-même une évolution avec le temps et possible transition de phase, par exemple une quintessence qui pourrait avoir de différentes phases qu'on appelle gelante, fondante, par analogie avec les transitions de phase connues. Alors je voudrais vous montrer ces résultats ici qui sont assez récents, c'est les résultats de la collaboration DESI, le Dark Energy Spectroscopic Instrument, qui font un relevé au sol, un relevé spectroscopique au sol, et qui couvre et qui va couvrir un certain nombre de millions de galaxies. Je crois que c'est autour de 30 millions de galaxies qui vont être couvertes par DESI, et mettent des contraintes sur l'équation d'état de l'énergie noire, ici par le phénomène d'oscillation acoustique des baryons, qui a été évoqué dans les cours. Et une chose qui est très intéressante ici, c'est que leur premier résultat, à confirmer par d'autres collaborations, mais leur premier résultat tente à montrer que la constante cosmologique serait maintenant exclue, c'est-à-dire que les mesures favoriseraient ici ce quart du plan où on est à W0 plus grand que moins 1 et WA négatif, c'est-à-dire de la quintessence fondante. Voilà. Donc je suis très enthousiaste avec ces résultats et très curieux de voir ce que les prochaines expériences vont donner, confirmer ou infirmer ces résultats. Donc, point positif sur argument en faveur de ce scénario de quintessence, eh bien, d'abord le fait que, du point de vue de la physique plus généralement, l'idée de nouveaux champs scalaires a gagné beaucoup en crédibilité, avec la découverte du boson de Higgs en 2012, en physique des particules, avec aussi la caractérisation de l'inflation par le satellite Planck, qui a l'air de supporter aussi l'idée d'un champ scalaire dans l'univers primordial. Mais, et d'autre part, certains résultats récents vont dans le sens d'une quintessence fondante, c'est notamment ceci de DESI. Argument maintenant plutôt en défaveur de ces scénarios de quintessence, c'est que du point de vue de la phénoménologie de cette idée, en fait, on peut se rapprocher autant qu'on veut d'une constante cosmologique, ce qui peut être un petit peu gênant pour le caractère prédictif du modèle. Et puis, si on essaie vraiment de réconcilier les détails de ces modèles de quintessence avec la physique des hautes énergies, du point de vue de la physique théorique, c'est très difficile de faire un scénario de quintessence qui serait vraiment convaincant du point de vue de la physique théorique. Et puis enfin, quatrième scénario. Donc mon premier scénario, c'était de dire simplement, en fait, il n'y a pas besoin d'énergie noire, c'est un effet de gravitation. Si on comprenait mieux les effets de la relativité générale aux grandes échelles, enfin des petites échelles, pardon, qui s'appliquent sur les grandes échelles, on n'aurait pas besoin d'énergie noire. Le quatrième scénario, ce serait à nouveau de dire qu'il n'y a pas besoin d'ajouter d'ingrédients matériels supplémentaires, mais de dire qu'en fait la relativité générale elle-même serait une théorie effective et qu'on pourrait aller au-delà de la relativité générale pour décrire l'univers à grande échelle. Donc c'est ce qui s'appelle la gravité modifiée. Peut-être qu'un terme plus juste, ce serait de dire la gravité standard modifiée, puisque ce serait une modification de la gravité standard et non pas de la gravité elle-même. Donc dans ces scénarios de gravité modifiée, il est possible d'ajouter en particulier d'autres degrés de liberté que lambda, que la constante cosmologique, ce qui crée effectivement une cinquième force de l'univers, en plus des quatre interactions fondamentales. Donc là, vous voyez que toutes ces idées, en fait, donc il y a un certain nombre d'idées possibles sur ces scénarios de gravité modifiée, pardon, en particulier d'ajouter un nouveau contenu, d'ajouter des dimensions, ou de faire des choses qui font intervenir des
des théories au plus grand ordre que la relativité générale. Le bestiaire de ces modèles est lui aussi très compliqué. Je vous mets juste ici un certain nombre de ces modèles sans vous rentrer dans les détails. Donc les conséquences observationnelles de ces modèles de gravité modifiés sont en fait assez intéressantes toujours. Typiquement, on a toujours quelque chose qui est très prédictif en fait, et avec quelques conséquences observationnelles typiques comme des modifications des propriétés d'agrégation de la matière. Donc ce qu'on peut mesurer par exemple avec la caractérisation du taux d'expansion de l'univers, du taux de croissance des fluctuations dans l'univers en fonction du temps. La croissance des fluctuations pourra elle-même être dépendante de l'échelle, ce qui n'est pas le cas dans le modèle cosmologique standard, ou des phénomènes par exemple de pression anisotrope qui n'existent pas en relativité générale. Donc on a vraiment des choses qui sont prédictives et donc on peut tester. Alors argument en faveur de ce scénario de gravité modifiée, la relativité générale n'a été testée précisément qu'aux échelles du système solaire. La cosmologie requiert une extrapolation de 10 ordres de grandeur. Alors la vision positiviste de ça, ce serait de dire que les succès rencontrés jusqu'à présent en cosmologie sont un test de la relativité générale aux échelles de l'univers tout entier. Mais c'est une version dans laquelle quand même il faut garder en tête qu'on a vraiment extrapolé beaucoup par rapport aux tests observationnels de la relativité générale qui ont lieu plutôt aux échelles du système solaire. Deuxième argument en faveur de ces modèles de gravité modifiés, eh bien, ils prédisent des phénomènes intéressants et testables, c'est ceux-ci dont je vous parlais, à toutes les échelles. Argument plutôt dans l'autre sens, c'est bien d'un point de vue théorique, modifier la relativité générale de manière cohérente et élégante, ce n'est pas vraiment facile. C'est une théorie qui est très non linéaire, donc vous avez des phénomènes très non linéaires et donc des calculs difficiles, parfois des phénomènes d'instabilité qui font que la théorie n'est pas viable en fonction des ingrédients supplémentaires que vous avez envie de rajouter. Deuxième argument qui est un petit peu problématique pour certaines théories de gravité modifiée, c'est que beaucoup de ces théories de gravité modifiée prédisent que la vitesse de la gravité, c'est-à-dire la vitesse des ondes gravitationnelles, doit être différente de la vitesse de la lumière. Dans la relativité générale, la vitesse des ondes gravitationnelles est exactement la vitesse de la lumière. En fait, on a maintenant des observations astrophysiques, des mesures astrophysiques de ces deux phénomènes. Avec la coalescence des systèmes de binaires d'étoiles à neutrons, on peut mesurer à la fois la vitesse des ondes gravitationnelles, et puis quand on a contrepartie électromagnétique, on a également la vitesse de la lumière. Comparer la vitesse de la lumière et la vitesse de ces ondes gravitationnelles, et qui montre qu'à une très bonne précision, la vitesse des ondes gravitationnelles doit être la même que la vitesse de la lumière, et donc en fait, un certain nombre de modèles de gravité modifiés qui étaient viables jusqu'à, je crois que c'est 2016, sont maintenant exclus. Alors maintenant, après ces considérations sur les modèles d'énergie noire, j'en arrive aux questions liées au satellite Euclide. Euclide va se lancer en quête de l'énergie noire, c'est le cœur du cas scientifique d'Euclide. Alors voilà à nouveau une image du lancement d'Euclide, c'était le 1er juillet 2023. À titre personnel, je n'ai pas fait le déplacement pour aller voir ça, donc en Floride, par un lanceur SpaceX. On était avec les collègues dans l'amphithéâtre de l'Institut d'astrophysique de Paris pour suivre ce lancement. Et puis dans ce qui suit, je vais vous montrer un certain nombre Alors, je n'ai pas le droit de vous parler des résultats en cours dans la collaboration, donc je vais vous montrer uniquement des choses qui sont publiques, mais un certain nombre de choses qui ont été notamment un certain nombre d'animations qui ont été produites par l'ESA, qui, je pense, permettent d'expliquer assez bien ce que fait ce satellite et quels sont ses objectifs. Donc voilà le satellite Euclide, une vision du satellite Euclide dans l'espace, avec son télescope, ses boucliers thermiques, et puis donc dans le plan focal ses instruments. On va y revenir tout de suite. Donc Euclide, c'est donc une mission de classe M du programme de l'ESA, le programme Cosmic Vision de l'ESA, de 2015-2025. Une masse d'environ 2 tonnes pour ce satellite, dont 800 kg du module charge utile, 850 mg de module de service. Donc le module de service ici construit par Thales, Alenia Space, le module charge utile construit et le télescope construit par Airbus. Vous avez le bouclier solaire ici construit par Thales également. Et puis dans le plan focal, donc les instruments qui ont été produits par le consortium Euclide, c'est-à-dire les scientifiques, et non pas par l'industrie. Ça fait environ 3 mètres dans toutes les dimensions, ce satellite. Vous avez un télescope à 3 miroirs en carbure de silicium, de type Korsch, je crois, si ça parle à certains astronomes, peut-être des astronomes amateurs dans la salle.
Pupille ici de 1,2 mètres, une focale de 25,5 mètres. Donc le lanceur, je vous le disais sur la slide précédente, c'était un lanceur SpaceX. Le 1er juillet 2023. La mission est partie pour durer au moins 6 ans, c'était la durée de la mission nominale. Il se trouve que le lancement a été très précis et donc ça devrait être probablement étendu de quelques années, on espère. Et donc on orbite autour du deuxième point de Lagrange du système Terre-Soleil. Donc Françoise vous a déjà montré tout à l'heure une vue de l'orbite, je vous la montre ici, une animation à nouveau de l'ESA sur les différentes orbites des satellites qui sont autour du deuxième point de Lagrange. Donc vous avez le James Webb Space Telescope ici en bleu, vous avez Euclide qui est en vert et Gaia qui est en jaune. Donc on est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, autour du deuxième point de Lagrange. Et Françoise vous le disait tout à l'heure, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup de place dans l'espace, donc on est en fait non pas exactement au deuxième point de Lagrange, mais en orbite autour de ce deuxième point de Lagrange, avec la taille typique de l'orbite ici autour du deuxième point de Lagrange, qui est environ en fait du même ordre de grandeur que la distance qui sépare la Terre du deuxième point de Lagrange, ce qui fait que non, il n'y a pas de risque de collision entre les différents télescopes qui font des observations astronomiques en profitant du deuxième point de Lagrange. Alors, quelques mots sur les instruments. Donc, vous avez... alors, d'abord, pourquoi aller dans l'espace pour faire un relevé de galaxies? Eh bien, on va observer les longueurs, avec Euclide, les longueurs d'onde visibles et infrarouges, et on essaie de s'affranchir des phénomènes d'absorption par l'atmosphère, en allant dans l'espace. Donc, voilà à quoi ressemble le plan focal, dans lequel vous avez deux instruments. Le premier, c'est l'instrument... Alors, il s'appelle VISE, c'est l'instrument visible. Donc l'instrument visible, son objectif scientifique, c'est de mesurer la forme des galaxies. Il va mesurer la forme d'environ 1,5 milliard de galaxies qu'on attend. Les longueurs d'onde qui regardent donc entre 550 et 900 nanomètres. Et c'est une mosaïque de 36 détecteurs de 4000 par 4000 pixels, donc environ 600 millions de pixels sur ces images, pour faire les images les plus précises de la forme des galaxies depuis l'espace. Et puis le deuxième instrument complémentaire, c'est l'instrument infrarouge. Donc il s'appelle NISP, Near Infrared Spectrophotometer, c'est-à-dire en français le spectrophotomètre infrarouge. Alors lui, il regarde la luminosité et les spectres, donc il a deux modes, un mode spectromètre et un mode photomètre, et donc il regarde dans le mode photomètre la luminosité, dans le mode spectromètre le spectre, 2 millions de galaxies pour calculer leur redshift, c'est-à-dire si vous connaissez la redshift, leur distance, étant donné un modèle cosmologique, ça va de 950 à 2020 nanomètres, et il y a un petit peu moins de pixels, mais c'est un champ très large malgré tout. Donc 16 détecteurs de 2000 par 2000 pixels, environ 64 millions de pixels, ce qui fait que c'est le champ le plus profond, le champ infrarouge le plus profond depuis l'espace. Donc ça va moins loin que le James Webb Space Telescope, par exemple, qui regarde aussi l'infrarouge, mais beaucoup plus large, pour pouvoir couvrir, non pas quelque chose qui soit aussi profond, mais qui soit beaucoup plus large, pour pouvoir faire un relevé plus systématique d'un grand volume du ciel. La première lumière d'Euclide, donc vous avez vu ces images tout à l'heure, elles ont été annoncées par l'ESA le 31 juillet, pardon, c'était le 31 juillet 2023. Oui, il manque l'année, oui, oui, c'est ça, oui. 1er juillet, oui, 2023, oui, l'année du lancement. Donc, première lumière d'Euclide, oui. Alors, l'image de VISE, donc vous avez ces 16 x 16 détecteurs ici, et donc première image non traitée de l'instrument visible, où vous commencez déjà à voir, sans aucun traitement, la forme très précise des galaxies qui va être mesurée. Donc il n'y a aucun traitement, vous voyez encore certains rayons cosmiques ici dans cette image, mais donne une idée des capacités scientifiques de cet instrument visible pour ce champ de vue très large, pour mesurer la forme des galaxies, et donc faire du lentillage gravitationnel faible. Alors, deuxième instrument, en mode photométrique, le NISP, donc photométrie infrarouge ici. Vous avez ici les détecteurs de NISP, et puis à nouveau un zoom, dans lequel vous voyez également tous les objets qui apparaissent. Et donc je vous le disais tout à l'heure, NISP a deux modes. Vous avez à la fois un mode photométrique, je vous montrais une image en photométrie ici sur les trois bandes combinées de NISP, et puis voilà à quoi ressemble Euclide donc NISP en mode spectroscopie.
Donc, à la place d'un filtre infrarouge qui passe devant l'instrument, donc c'est ce dispositif optique qui s'appelle un grisme. Donc, un grisme, c'est un dispositif optique qui est entre un réseau et un prisme, c'est-à-dire qu'il permet de disperser la lumière sur les pixels de la caméra infrarouge, et c'est ce que vous voyez ici. Donc, chacun des objets laisse une traînée pour laquelle la lumière est dispersée, et en mesurant ces traînées, on peut remontrer au spectre de tous ces objets. Et donc, voilà à quoi va ressembler le relevé d'Euclide. Donc, Françoise Combe vous le disait tout à l'heure, Euclide va éviter à la fois le plan galactique et le plan de l'écliptique pour faire son relevé. Et donc, hop, je vous le remets, on évite le plan de la galaxie ici, on évite également le plan de l'écliptique, on va y revenir. Alors Euclide est au deuxième point de Lagrange, autour du deuxième point de Lagrange, ce qui lui permet d'avoir toujours le Soleil et la Terre dans le dos, et donc il fait toujours nuit pour le télescope, et scanne un certain nombre de champs comme ça, de cette manière, et en combinant ces champs, permet de mettre les morceaux bout à bout pour construire un relevé. Donc plus précisément, voilà à quoi ça va ressembler les années passant. Donc on évite le plan de la galaxie qui est ici, on évite le plan de l'écliptique dans lequel on a de la poussière, et Euclide va observer c'est environ un tiers de la voûte céleste, autour de 15 000 degrés au carré, dans ces zones ici. Vous voyez, en fonction du temps, les différents passages qui sont représentés par les différentes nuances de gris, et donc tout ceci sur la sphère céleste, qui va se redéplier ici pour vous montrer le relevé complet. Et puis, une dernière animation sur Euclide, c'est quelque chose qui vient qui a été publié par l'ESA il y a assez peu de temps. Donc, les premiers résultats qui vont ressembler au relevé d'Euclide, en fait. Donc, je vais essayer de faire. Je vais vous la remettre et je vais essayer de faire certaines pauses pour faire les commentaires. Donc ici, vous avez une image de toute la voûte céleste. C'est l'image du télescope Gaïa qui nous permet de voir exactement où est la galaxie de manière à l'éviter. On superpose ici la carte de Planck, qui a en particulier mesuré la poussière dans la galaxie. Et donc, en évitant à la fois la poussière de la galaxie, la poussière du plan de l'écliptique, les zones qui vont être ciblées par Euclide vont être ces zones ici en orange. Je parle ici du relevé large d'Euclide, hein, donc vous avez aussi également 3 champs profonds, mais je vous parle du relevé large. Et donc maintenant, l'ESA nous montre ici en fait, ces premières données du relevé. Vous avez environ 1% du relevé ici, dans une zone qui a été choisie assez près du plan galactique, dans l'hémisphère sud, dans lequel vous pouvez repérer donc certaines structures qui sont liées à la poussière de la galaxie, mais on va zoomer dans ce relevé. Donc on a donc 1% des observations. Et on va zoomer pour voir avec quelle précision on peut observer les structures. Donc ici, c'est zoom sur un amas Abel 3381. Ici, on a un zoom 12 fois par rapport à la mosaïque large. Vous voyez que Euclide mesure très précisément la forme de ces galaxies qui nous intéressent pour le lentillage gravitationnel faible. On continue notre zoom. 2 galaxies en interaction ici. Et puis à un niveau de zoom 150, vous voyez qu'on continue à résoudre certaines galaxies qui sont encore même en arrière-plan de tout ça. Et y compris la structure interne de ces galaxies. Donc ici, on est à un niveau de zoom de 600 hein, par rapport à l'image initiale. Et on repart dans l'autre sens pour vous montrer les 1% du relevé donc, qui se situent ici sur le relevé galactique. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça?
c'est très joli, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça au niveau de l'exploitation scientifique? Donc quelques mots sur le volume des données qui vont être transmis par Euclid. Donc ici, c'est la salle de contrôle de l'ESA, hein, le ESOC, qui se trouve en Allemagne. Donc Euclid nous envoie ces données, elles sont reçues par une antenne qui se trouve en Espagne et puis se finissent dans cette salle de contrôle. Donc les images sont exceptionnelles. Le champ de vue des instruments d'Euclid, c'est environ 2,5 fois la surface de la pleine Lune. En quelques jours, Euclid obtient des images qui correspondent à peu près tout ce qu'on a cumulé avec le Hubble Space Telescope depuis 30 ans. Et chacune de ces images fait plusieurs gigaoctets. Donc le volume des données est en fait très sans précédent. On a une transmission donc à 75 mégaoctets par seconde depuis l'orbite autour du deuxième point de Lagrange. Hein, donc ça se compare quand même aux connexions fibre optique sur Terre. Mais on parle avec le deuxième point de Lagrange. En fait, ça se passe à 26 GHz et je crois que l'ESA a dû mettre à jour en fait, ses antennes au sol pour recevoir les données par rapport aux autres satellites, donc pour pouvoir utiliser une bande de fréquence plus haute pour le transfert de ces données. On reçoit environ 100 gigaoctets par jour pendant les 6 ans, au moins les 6 ans, la durée de la mission nominale, ce qui représente environ 2 fois le volume transmis par JWST et Gaia depuis L2. Ce n'est pas encore au niveau des expériences au sol dont François Scombe vous parlait, Rubin, SKA, mais c'est quelque chose de conséquent, notamment si on garde en tête le fait que ça vient de l'espace. Et donc on entend autour de 30 pétaoctets d'images, 150 pétaoctets de produits, au moins pour l'exploitation scientifique de premier niveau. Et donc, question, comment analyser ces données et faire le lien avec la physique de l'énergie noire. Et donc, dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais vous parler un petit peu ouvrir le sujet, vous parler d'une de mes passion et spécialité dans la recherche, qui est l'intelligence artificielle, et de vous parler de l'intelligence artificielle au service de l'analyse des données d'Euclid. Alors d'abord, pourquoi un besoin d'intelligence artificielle en cosmologie? Vous allez le comprendre assez vite, je fais plutôt partie des enthousiastes sur la question de l'intelligence artificielle, mais pour être tout à fait honnête, la première chose à vous dire, c'est qu'il y a encore un certain nombre de débats avec les collègues, et un certain nombre de mes collègues ne sont pas du tout convaincus par le fait qu'on a besoin d'intelligence artificielle en cosmologie. Donc ici, je vous ai mis l'affiche de la dernière conférence qu'on a organisée à l'Institut d'astrophysique de Paris à ce sujet, pour débattre du potentiel de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle pour les relevés astronomiques. Donc je vous le disais, certains ne sont pas convaincus, mais je vais quand même, dans ce transparent, vous donner deux arguments qui ont été évoqués à cette conférence, résumer deux arguments qui ont été donnés à cette conférence, qui vont dans le sens d'un besoin de développer des techniques d'intelligence artificielle pour soutenir l'analyse des données cosmologiques. Alors le premier de ces arguments, c'est d'imaginer d'autres univers, d'accélérer les calculs, d'aller au-delà des approximations. Et donc, pour illustrer ça, je voulais vous remontrer à nouveau les questions d'émergence de la complexité dans la formation des structures cosmiques. Donc, je vous montrais tout à l'heure une simulation d'un univers numérique. Pour des questions de temps de calcul, on est très souvent obligé de se limiter à des modèles simplifiés. En particulier, par exemple, vous avez certaines prédictions analytiques que vous pouvez écrire, qui sont simples à évaluer et qui vous donnent une prédiction approximative du comportement de l'échelle, du comportement de l'univers aux grandes échelles, et qui jusqu'à présent étaient relativement de précision, disons, suffisante pour l'analyse des données actuelles, donc ces modèles approximés. Il est possible de faire des simulations cosmologiques à n-core complètes, qui donnent des précisions, des prédictions qui sont beaucoup plus fiables, hein, une exactitude beaucoup plus importante, en particulier quand vous regardez ces structures à petites échelles. Malheureusement, faire tourner une de ces simulations à n-core, c'est possible. En faire tourner 10 ou 100, c'est toujours possible, mais ça commence à devenir difficile. Mais on n'en aura pas des centaines de milliers comme on en aurait besoin pour l'analyse de données cosmologiques. Et donc, ce que nous permet de faire l'intelligence artificielle, c'est finalement d'apprendre la physique qui rentre dans ces simulations cosmologiques et nous permet d'accélérer les calculs. Donc, accélérer ces calculs, donc, pour ressembler à la physique qui rentre dans les simulations complètes, permet d'aller au-delà des approximations, vous voyez, et d'utiliser des prédictions plus précises dans l'analyse de données. Par ailleurs, on l'évoquait en faisant un inventaire des modèles possibles d'énergie noire,
Il y a un certain nombre de modèles, par exemple les modèles de quintessence ou les modèles de gravité modifiée, pour lesquels c'est difficile d'avoir l'équivalent de ces simulations, qui sont ici pour le modèle cosmologique standard. Et donc ce que permet de faire également l'intelligence artificielle, c'est ce que je résumais par imaginer d'autres univers, c'est donc de faire l'équivalent de ces simulations, mais dans des modèles pour lesquels les prédictions sont plus compliquées. Et donc, en particulier, il y a toute une industrie, on pourrait dire, qui développe ces prédictions dans des modèles d'univers alternatifs qui s'appelle la construction d'émulateurs. Donc c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus dans l'analyse de données. Voilà, c'était mon premier argument. Deuxième argument pour l'intelligence artificielle. Donc ici, c'est plutôt le problème direct, partir de la théorie et arriver à une prédiction pour la comparer aux observations. Mais on peut utiliser de l'intelligence artificielle aussi pour le problème indirect, c'est-à-dire partir des observations et essayer de remonter à la théorie. Et donc cette deuxième catégorie d'application, c'est rechercher et résumer de l'information pertinente pour tester les modèles cosmologiques. Donc ici, je prends une analogie avec ce qui est fait en fait pour la reconnaissance d'images. Donc j'ai pris cette image ici de Microsoft, qui font de la reconnaissance d'images. Supposez que vous essayez de reconnaître un chat dans une image, c'est une application très typique de l'intelligence artificielle. Que fait un algorithme d'intelligence artificielle, en particulier ce dont vous avez probablement entendu parler, ce que font ces réseaux de neurones artificiels pour reconnaître ces images? Eh bien, ils vont découper l'image en petits morceaux, des patchs, et puis essayer de reconnaître celles qui sont pertinentes pour reconnaître un chat. Par exemple, pour reconnaître un chat, vous avez ici ses oreilles, son œil, sa fourrure. C'est des choses qui sont pertinentes de reconnaître pour dire qu'on a un chat dans l'image. Et puis au contraire, tout ce que vous voyez en arrière-plan ici, ça ne caractérise pas vraiment un chat, c'est ce qui fait partie du fond et de l'arrière-plan. Et donc ce sont des régions non pertinentes, c'est ce qu'on appelle du bruit en analyse de données. On peut faire quelque chose d'assez similaire finalement en cosmologie et se dire, supposons que je veuille tester les modèles d'énergie noire, et bien comme ici, dans cette image, il y a des régions plus ou moins intéressantes pour reconnaître un chat, dans l'univers, il doit y avoir des régions plus ou moins intéressantes pour reconnaître l'énergie noire. Et donc on peut dresser ce genre de carte ici, donc c'est une carte des régions de l'univers local qui contiennent plus ou moins d'informations sur l'énergie noire. Donc, si certains sont familiers avec la théorie de l'information, c'est quelque chose qu'on quantifie avec les outils de la théorie de l'information. Donc, l'unité ici, c'est le Shannon. Un Shannon, ça correspond plus ou moins à la représentation théorique de ce que c'est qu'un bit sur un ordinateur. Si vous lancez une pièce et que vous faites un pile ou face, vous avez un bit d'information, en base 2 en tout cas. Si vous représentez un bit d'information sur votre ordinateur, ça vous fait un Shannon. Et donc, cette carte ici en Shannon vous montre les régions qui sont plus ou moins informatives sur l'énergie noire. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que l'énergie noire est inhomogène. Je suppose toujours que l'énergie noire, c'est quelque chose qui est homogène dans l'espace. Ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est que les régions sont plus ou moins informatives, et donc il y a des régions sur lesquelles c'est plus ou moins intéressant de pointer les télescopes pour essayer d'apprendre des choses sur l'énergie noire. En particulier, ça corrèle assez bien avec les amas ici. Donc ici, c'était basé sur le Sloan, le Sloan Digital Sky Survey, qui a fait un relevé de galaxies. Les régions qui ont l'air de corréler avec la détection de l'énergie noire sont en particulier les amas. Pas surprenant parce que c'est là qu'il y a un fort rapport signal sur bruit dans les relevés de galaxies. Mais aussi, vous avez potentiellement à apprendre quelque chose autour des vides, les vides cosmiques. Et pourquoi ça? Parce que les vides cosmiques sont dominés par l'énergie noire plus tôt dans l'histoire de l'univers. Et donc, vous pouvez les voir un petit peu comme une loupe qui permet de zoomer sur les structures qu'on avait au départ de l'univers, sans non-linéarité. Et donc, quelque chose qui contient en fait la mémoire de ses conditions initiales et la mémoire de son histoire d'expansion, et qui donc devrait également contenir de l'information sur l'énergie noire. Et puis, dernière chose que je voulais vous montrer, l'intelligence artificielle au travail en cosmologie. C'est un programme dans lequel je suis impliqué depuis ma thèse, donc dans les 10 dernières années. Il s'appelle BORG en anglais, Bayesian Origin Reconstruction from Galaxies. En français, c'est la reconstruction bayésienne des origines par les galaxies. Donc le mot bayésien en statistique fait référence à une façon particulière de faire des statistiques dans laquelle on fait la synthèse entre l'information préalable qu'on a sur le modèle et les observations qui arrivent des relevés. Et donc la façon dont cet algorithme d'intelligence artificielle fonctionne, eh bien, c'est d'essayer de reconstruire
la carte tridimensionnelle complète des grandes structures de l'univers. Donc vous avez ici les observations à droite, les observations du relevé. Vous avez une carte ici des galaxies, sachant que l'observateur se trouve au centre. Ici, c'est le plan supergalactique, pour ceux qui connaissent l'univers local. Et puis donc, ce que fait ce code, c'est d'explorer toutes les conditions initiales et finales possibles qui sont compatibles avec ces observations. Donc ici, les deux sont liés par un modèle de formation des structures, donc une simulation à N-core de la formation des structures, donc de l'effet autogravitant de la matière noire dans l'univers. Vous avez ici une reconstitution de la densité de matière totale, donc notamment de matière noire dans les conditions finales. Et ce que j'aimerais que vous voyez, c'est que vous avez quelque chose qui est relativement stable, ici, dans la région qui est couverte par les observations. Donc ici, l'intelligence artificielle nous répond de manière assez sûre, eh bien, on a vraiment détecté ces structures. Mais ce qui se passe, c'est que dans les régions qui sont ici à plus grande distance, à plus haut redshift, ou dans les zones qui ne sont pas couvertes par le relevé puisqu'on évite le plan galactique, vous avez quelque chose qui fluctue. Et ce que fait le code, c'est d'explorer toutes les solutions possibles qui sont compatibles à la fois avec le modèle cosmologique standard et avec les observations, de manière à ce que dans chacune de ces réalisations, j'ai une réalisation, en fait, une version d'un univers possible, imaginé et simulé, qui soit compatible à la fois donc avec ce que je sais, mais aussi avec les structures de l'univers local. Donc j'espère que vous le voyez, vous avez quelque chose de stable ici, donc dans ces régions contraintes, et des fluctuations ici dans les régions non contraintes. C'est un petit peu plus difficile à voir, mais vous avez aussi le même phénomène dans ce champ des conditions initiales, ce champ gaussien qui forme ces structures par effet autogravitant. Donc je vous ai mis quelques chiffres pour vous montrer que c'est un problème assez complexe du point de vue informatique. Ici, c'est quelques dizaines de milliers de galaxies, sachant qu'avec Euclide, on veut monter à plusieurs millions, parce que c'était un relevé existant. Vous avez, c'est une carte tridimensionnelle qui est reconstruite ici, donc je vous montre une coupe juste en 2D. Il y a environ 17 millions d'éléments de volume dans cette carte tridimensionnelle. C'était environ 5 téraoctets de données générées, brutes, pour cette analyse. Il y a environ 10 000 de ces réalisations que je vous montre, d'univers possibles, donc chacune des images de cette vidéo, qui représente environ 500 000 simulations de matière noire. Et en termes d'heures CPU, c'est 1,5 million d'heures CPU. Ça a tourné pour environ 2 mois sur le supercalculateur de l'IAP. Donc pour conclure, sur l'énergie noire avec Euclide, mon point de vue est que la nature de l'énergie noire, c'est une des questions les plus fascinantes de la cosmologie contemporaine, et donc qu'on espère pouvoir mettre des contraintes sur ces modèles, et enfin avec la prochaine génération de relevés de galaxies, en particulier avec Euclide, nous permettre de savoir qu'est-ce qui est correct parmi ces différents modèles. Le satellite Euclide va réaliser le premier relevé de galaxies depuis l'espace pour étudier ce mystère, et je suis très enthousiaste à cette idée. Et puis enfin, dernière idée de ce séminaire, l'intelligence artificielle sera un élément clé pour analyser les données et faire la connexion avec la physique. Et là-dessus, je vous remercie pour votre attention.